Bonjour à tous et à toutes. On va donc commencer en l'absence d'une des intervenantes, plutôt de l'intervenante, mais qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Alors cette première table ronde, très intéressante, le décrochage français et comment s'en sortir. Alors on va s'efforcer, on est tous d'accord pour donner à la table ronde, à vos réponses, à vos interventions, une tonalité pas trop négative. On est les spécialistes en France de la tête couverte de cendres, mais on va essayer d'adopter un ton plus positif. Alors je vais présenter nos invités. Bonjour Agnès. Laurent Daniel, vous êtes économiste à la Banque de France. Alors, maintenant à l'OCDE. Et maintenant vous êtes à l'OCDE. Et vous êtes co-auteur d'un livre qui s'appelle « Comment refaire de la France un pays entreprenant ». Alfred Galichon, vous êtes ingénieur des mines. Vous êtes passé par Harvard, ce qui est intéressant pour ce dont vous allez nous parler. Vous êtes professeur d'économie à Sciences Po, et donc vous avez un petit peu étudié en détail les questions qui ont trait à l'utilité, à la compétitivité du système éducatif. Stéphane Guinchard, vous avez écrit un livre qui nous intéresse tous beaucoup sur les champions cachés. Et ça, c'est un titre assez fascinant, vous nous direz ça tout à l'heure. Où sont les champions cachés français ? Agnès Verdier-Molinier, vous êtes la directrice de l'IFRAP, vous êtes bien connue, vous êtes une radicale, vous avez consacré votre vie à la chasse au gaspillage dans les dépenses publiques. On va revenir vers vous très vite. Stéphane Guinchard, j'ai envie de commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces champions cachés français? Où sont-ils? Et surtout, comment est-ce qu'on peut en fabriquer plus? Effectivement, je vais proposer l'éclairage tout à fait particulier des champions cachés qui est... Pour passer les slides, très bien, ça marche. Parce que les champions cachés apportent des enseignements tout à fait pertinents pour répondre aux questions de la table ronde. Je pense que tout d'abord, ils éclairent un certain nombre de raisons du décrochage français, en contraste, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal avec le micro, en contraste avec la résilience de l'économie allemande. Par là même, il donne des pistes d'action. Ça marche en Allemagne, ça pourrait marcher mieux en France. Et puis enfin, il répond aussi au fait qu'on peut avoir un environnement de travail propice au développement humain, développement économique et développement humain. Alors, je vais commencer avec quelques chiffres. Vous avez à l'écran... Et à gauche, en fait. Là, oui. Ouais, c'est ça. Voilà. Okay. Vous avez à l'écran les montants totaux d'exportation d'un certain nombre de pays. C'est le cumul sur les 10 dernières années. Voilà, donc c'est en milliards de dollars. Vous voyez sans surprise qu'on a la Chine en premier, on a les États-Unis troisième, et puis, alors c'est plus ou moins une surprise, mais on a l'Allemagne aussi très bien placée dans ces chiffres. Cette photo est encore plus, à mes yeux, percutante si on ramène ces montants d'exportation par nombre d'habitants, puisque là, très clairement, j'ai l'aspect de surperformance de l'Allemagne relativement aux autres pays, et d'autant plus la surperformance est d'autant plus frappante. Ça permet aussi de relativiser la situation de la France par rapport aux autres pays, parce que finalement, on ne s'en sort pas si mal que ça. Il n'y a qu'à voir par rapport, Royaume-Uni, bon ça c'est sans surprise avec la baisse de l'industrie, mais par rapport à l'Italie, l'Espagne, on se positionne plutôt pas mal. Alors, face à cette surperformance très nette de l'Allemagne, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le commerce extérieur, c'est quand même basé de l'ordre de 80% sur de l'échange de biens tangibles, des biens manufacturiers, des produits de l'industrie, des produits du secondaire. Et voilà, ce sont les chiffres qui parlent. Il y a une corrélation relative, c'est ce qu'on sort du graphe là, une corrélation relativement forte, on est sur un coef de l'ordre de 0,6, entre la part du secondaire dans le PIB et le volume d'exportation. Tous ces éléments sont liés à le décrochage de l'industrie française, le problème de la balance commerciale. Voilà, on a les explications à l'écran.
Vous nous direz tout à l'heure s'il y a un débat assez vigoureux en France en ce moment, animé par un de nos camarades qui est professeur à HEC, sur faut-il réindustrialiser? Et lui, sa thèse, c'est il ne faut surtout pas réindustrialiser, c'est une chimère, et en plus, c'est une chimère périlleuse. Vous nous en parlerez juste après. Tout à fait. On parlera des enjeux des champions cachés qui sont par nature des entreprises plutôt industrielles. Voilà, on discutera, mais je ne suis pas forcément tout à fait d'accord, vous vous en doutez. Alors, les champions cachés, encore une fois, donc les champions cachés sont ces PME et ces entreprises de taille intermédiaire qui sont leaders de leur marché, sont un éclairage tout à fait particulier derrière ça, parce que si on commence à creuser le pourquoi de cette surperformance de l'Allemagne à l'exportation, de la résilience de son économie et de l'industrie, c'est vrai que les regards se tournent en premier lieu vers les grands groupes. On se dit, bah oui, les grands groupes allemands sont bien connus pour leur force à l'exportation, etc., etc. Bon, le fait est qu'on a aussi pas mal de grands groupes en France, et l'explication vient pas de ça. C'est ce qui est à l'écran ici. Vous avez en regard le volume des exportations, hein, toujours ce même chiffre. Voilà les montants totaux d'exportation. Et vous avez le nombre de grands groupes de chacun des pays. Alors là, j'ai pris un proxy, pardon. J'ai pris un proxy qui est le nombre de grands groupes dans le classement Fortune Global 500, donc parmi les 500 plus grands groupes au monde. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez la première bande, en fait vous éliminez l'Allemagne et la Chine, vous avez une très 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 forte corrélation, si on a un coefficient de 0,95, entre le nombre de grands groupes et les exportations. Donc les grands groupes sont derrière la performance à l'exportation pour tous ces pays, à l'exception de 2 pays, qui sont donc les 2 pays dans le haut du bandeau, la Chine et l'Allemagne. Et je dirais cette surperformance, cet écart s'explique par les PME et les ETI. On a beaucoup parlé depuis 2 ans de ce fameux Mittelstand allemand. C'est ce qui explique la surperformance de l'Allemagne à l'exportation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi le cas de la Chine. Parce que typiquement en Chine, enfin, c'était un chiffre qui date de 2009 ou 2010, c'est 68% des exportations réalisées par des entreprises de moins de 2000 employés. En Allemagne, c'est 70% de cette masse d'exportation réalisée par des entreprises du Mittelstand, qui sont typiquement des entreprises de taille moyenne et de nature familiale. Et c'est 25% de ces exportations réalisées par les seuls 1300 champions cachés, encore une fois, PME et ETI, qui sont leaders de leur marché. Donc voilà, 25% de cette performance allemande à l'exportation réalisée par ces entreprises. Donc ça paraît tout à fait important de regarder ces acteurs qui sont derrière cette performance et la résilience du tissu économique allemand. Alors, peut-être déjà quelques exemples, parce que c'est là l'aspect bonne nouvelle, c'est qu'on a des champions cachés en France. On en a 1300 en Allemagne, on en a identifié de l'ordre de 160 en France. C'est vraiment un travail minutieux. En fait, autant les champions cachés allemands ont été découverts par le professeur Hermann Simon, qui est vraiment le précurseur de ce concept de champion caché. Professeur Hermann Simon, que en fait j'aide sur les champions cachés depuis 2008. Donc voilà, en 5 ans, moi j'en ai trouvé que 170, mais le travail continue. J'estime leur nombre à entre 300 et 400. En France? En France. Les champions cachés, ce sont des babolas dans les cordages de raquettes de tennis, du Cornillo dans les équipements de ping-pong, Laporte, leader mondial des équipements de ball trap, tir au pigeon d'argile. Ce sont des acteurs aussi plus industriels comme des Klextral, leader mondial du processus d'extrusion bivis, Arémon, clip de fixation, Radial, connecteur aéronautique, Manitou, TLD, Beneteau. Après, il y a des gens un peu plus connus qui sont un peu moins cachés, mais ça parle peut-être plus à vous, participants. Voilà, TLD, Manitou, JC Deco, qui est le leader mondial de l'affichage publicitaire, l'affichage extérieur. Pour se faire une idée, en 2013, par exemple, combien d'entreprises sont entrées dans cette catégorie en France? Alors, j'en suis pas encore là. J'en suis vraiment uniquement à recenser ces champions cachés. Je dis, c'est un travail qui est délicat. Des nouveaux champions cachés, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est vraiment un travail de long terme. C'est pour ça que si on a pris un petit peu de retard par rapport à l'Allemagne, on reviendra, c'est un des points difficiles, mais tous les aspects de transmission de l'entreprise et de pérennité de l'entreprise à travers les générations de dirigeants. D'accord. Donc là, on est vraiment, je dirais, aujourd'hui, vu l'état actuel des choses, le sigle ETI n'existe que depuis 2008. L'INSEE ne suit les ETI que depuis 2008. Avant, on avait des petites
certes moyennes entreprises, et on avait des grands groupes. Les entreprises de taille intermédiaire, qui sont quand même les entreprises qui font entre 50 millions et 1,5 milliard de chiffre d'affaires, n'existaient pas d'une certaine façon, elles n'étaient pas suivies par l'INSEE. Donc 2008, les ETI, 2013, les champions cachés, 170 identifiés. Je pense que les choses vont avancer sur le sujet. D'accord. Alors je voulais juste préciser les enjeux. Très rapidement, je vous ai dit une estimation entre 300 et 400 champions cachés en France. Si on prend des ratios, parce que l'Allemagne est une économie plus grosse que la France, il y a un ratio de 0,8 entre l'économie française et l'économie allemande. Mais si on devait avoir la même densité d'ETI et densité de champions cachés en France, on aurait à peu près 500 champions cachés de plus. On serait non pas à 300-400, on serait à 900. Soyons conservateurs, 500 entreprises. Le portrait robot du champion caché, c'est une entreprise qui compte 2000 employés, 326 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 60% à l'export, essentiellement dans l'industrie. Vous faites le calcul, c'est une multiplication, mais 2000 employés x 500, ça fait 1 million de jobs. Et 326 millions d'euros de chiffre d'affaires x 500, ça fait de l'ordre de 160 milliards de chiffre d'affaires en plus. 60% à l'export, ça fait à peu près 100 milliards. Sur une balance commerciale déficitaire de 67 milliards, on repasse dans le positif. L'enjeu, il est là. Un tiers du chômage en moins et une balance commerciale positive. Voilà, ça c'est fait. Le problème, c'est que ça prend du temps. Bon, merci, on va... Oui. Voilà. Et peut-être pour finir, les quelques éléments clés qui sont sur le dernier slide, la dernière planche. C'est plusieurs pistes, je dirais vraiment diverses de par leur nature, mais je pense qu'on pourrait commencer par l'image de marque des PME, des ETI et des entrepreneurs. Et c'est un petit peu l'objet de cet ouvrage. C'est l'idée de dire qu'on a des entreprises qui tournent, on n'en parle pas assez dans la presse. Moi, la presse n'intéresse pas, enfin, je n'intéresse pas la presse avec les champions cachés. On préfère parler de dire, voilà, 1000 plans sociaux dans l'année qui vient de passer. Donc, je pense qu'on pourrait commencer par là, mettre en avant nos success stories. Après, vous avez des aspects de solidarité de filière. Alors, on ne peut pas forcément parler de préférence nationale en Allemagne, mais voilà, il y a un peu plus de délicatesse, on va dire, dans des filières comme l'automobile en Allemagne qu'en France. L'accès au financement, c'est un petit peu plus compliqué en France qu'en Allemagne, par exemple. Les relations patron-employé, bon, l'approche consensuelle de l'Allemagne, je pense qu'il y a des choses à creuser. Le conflit des classes, la lutte des classes, c'est un petit peu suranné à mes yeux. Je pense qu'il est vraiment important que tout le monde travaille main dans la main dans le monde de l'entreprise. La formation, l'apprentissage et les enjeux de transmission, pérennité de l'entreprise. Une entreprise leader mondiale, ça prend du temps. Donc il ne faut pas qu'au moment de la transmission, on s'amuse à prendre un morceau, petit ou gros, de l'entreprise pour des histoires de fiscalité. Enfin, il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. Voilà. Merci beaucoup. Il reste à espérer que parmi les champions cachés, on trouve un groupe de presse un de ces jours. Ça permettrait de donner du retentissement. Alfred Galichon, votre spécialité, c'est l'enseignement. Une de vos spécialités, c'est l'enseignement supérieur. Vous allez nous parler de la compétitivité du système français d'enseignement supérieur. Et on sait tous que depuis 5-6 ans, voire 10, il y a eu un énorme remue-ménage dans l'organisation de nos universités, les grandes écoles, les instituts d'excellence. Enfin, vous allez nous parler de tout ça. Alors, la question centrale, c'est d'abord, est-ce qu'on a cessé de décrocher? Parce qu'on sait très bien qu'on décrochait. Le classement de Shanghai était là pour nous le rappeler chaque année, depuis 2003. Est-ce qu'on a cessé de décrocher? Comment est-ce qu'on a cessé de décrocher? Et dans quelle direction on part maintenant? Le plus vite possible. Oui, tout à fait. Stéphane, écoutez, effectivement, vous avez raison. Le monde universitaire a connu, au cours des 5-10 dernières années, d'énormes transformations. Nous sommes ici... pour la plupart anciens polytechniciens et Polytechnique est au centre d'une mutation extrêmement importante sur le plateau de Saclay. Il y a le regroupement entre des tas d'établissements au sein des IDEX, il y a également le rapprochement avec d'autres écoles, la refonte de ces programmes. Et moi j'ai pensé qu'une des manières de se sortir du décrochage français, puisque c'est le sujet de cette table ronde, c'est par l'innovation, par l'économie de la connaissance. Et ça, je réfère aux travaux de Philippe Aghion sur la croissance, qui explique qu'il y a deux manières de croître. Soit on fait de la croissance de rattrapage, ce qui n'est plus le cas de la France, soit, ce qui a été le cas après-guerre, mais ce qui n'est plus le cas, soit on fait de la croissance d'innovation. Et d'où le rôle central de l'économie de la connaissance dans le système pour la croissance. Alors, à partir du moment où on a dit ça, on a dit beaucoup de choses et peu de choses, parce que comment est-ce qu'on juge le système universitaire
Quel est le critère pour dire que des réformes sont bonnes ou des réformes sont mauvaises? Il ne s'agit pas de faire des réformes pour le plaisir de faire des réformes. Le système universitaire, c'est une fonction de production compliquée qui produit des élèves qui sortent du premier cycle, qui consomment des chercheurs, qui produit de la recherche très fondamentale, de la recherche appliquée. Et moi, je voudrais mettre en avant une idée simple, qui est que finalement, la meilleure façon de juger un système universitaire et de juger des réformes du système universitaire, c'est finalement la capacité d'une université, d'un système à produire des doctorants de très haut niveau. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une croix sur le reste, et au contraire, des doctorants de bon niveau se nourrissent de très bons étudiants qui ont été des étudiants de premier cycle. Mais je pense que si on regarde effectivement la concurrence mondiale dans la connaissance, on voit qu'en France, on est très bon pour faire ce qu'on appelle des undergrad, c'est-à-dire des étudiants qui sortent de leur premier cycle universitaire. On fait de façon pas trop mal des masters, mais pour les PhD, très souvent, enfin jusqu'à maintenant en tout cas, on se faisait damer le pion par notamment les États-Unis, également le Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'on avait des étudiants extrêmement brillants qui partaient faire leur thèse aux États-Unis, et c'est le cas à Polytechnique. Je pense à mes camarades de promotion. Combien sont partis à Polytechnique qu'on n'a pas revus parce qu'ils sont restés dans la Silicon Valley, fonder leur start-up. Combien j'ai pas les chiffres, mais 10, 20, 30 pourcentage à 2 chiffres. Enfin, oui. Ils n'ont pas tous fondé leur start-up, mais il y en a beaucoup qui sont partis et qui ne sont pas revenus. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter pour inverser la tendance? Il faut construire des programmes doctoraux d'excellence, et il faut que les acteurs du système, pas seulement les universités, mais tous les partenaires, se saisissent de ce point important. Et c'est fondamental. C'est fondamental parce que les programmes doctoraux sont vraiment à la frontière de la recherche fondamentale et de l'innovation. Un doctorant, c'est quelqu'un qui peut très bien continuer dans la transmission du savoir, mais qui peut aussi basculer vers l'innovation. Les États-Unis en sont un bon exemple, hein, les startups aux États-Unis en sont un bon exemple. Le problème qui est celui de la France, c'est que évidemment nos doctorants sont insuffisamment reconnus. On le sait, il y a un problème dans les entreprises. Les grilles salariales auxquelles ils peuvent prétendre sont souvent inférieures à celles des meilleurs ingénieurs. Vous voulez dire qu'ils sont souvent mieux reconnus dans le monde que dans les entreprises françaises? Ils sont mieux reconnus aux États-Unis ou en Allemagne qu'en France. Les doctorants français, je veux dire. Les doctorants français ou étrangers. Le problème là, ici est un problème de la perception des employeurs en France vis-à-vis des doctorants, quelle que soit leur provenance. Et donc, il y a un peu un problème où on est en fait dans un mauvais équilibre. Et on peut se demander comment changer cet équilibre. Et pour ça, je pense que je voudrais apporter un message d'espoir, puisque c'était le thème de cette séance, Stéphane. Merci. Et parce que je le crois aussi, je crois qu'il y a des points positifs en France et qu'on peut espérer arriver à faire concurrence aux meilleurs établissements d'enseignement supérieur, aux meilleures universités américaines. Parce qu'on a dans notre jeu plusieurs atouts depuis quelques années, et dont je voudrais en parler un petit peu. Premièrement, les universités ont plus de flexibilité, plus d'autonomie, et donc ont une possibilité de créer des programmes doctoraux qui sont plus proches des besoins de l'industrie, qui sont plus proches des attentes des employeurs. On a des exemples de programmes doctoraux qui sont à l'interface entre l'industrie
et le monde industriel et le monde universitaire, autour de chaires notamment. On a de plus en plus de participation croisée entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Il y a un dispositif qui s'appelle les thèses CIF, qui existe depuis très très longtemps, qui est quelque chose qui est un dispositif formidable qui permet à des thésards de faire 2 jours par semaine leur présence dans une entreprise et 3 jours par semaine au sein de l'université. Et ça, je crois qu'il faut absolument continuer ce dispositif et en profiter. Les universités grossissent, ont fusionné. J'ai parlé tout à l'heure de l'IDEX, des IDEX, qui sont des groupements d'universités, et ça leur donne une force de frappe et une visibilité qui leur permet d'aller chercher des étudiants à l'étranger. Ça, c'est fondamental. On ne peut pas se contenter de recruter ses propres étudiants, d'autant plus que les étudiants, souvent, ils ont envie d'aller voir un peu ailleurs, c'est humain, ils ont envie d'aller connaître l'international. Donc, il faut compenser l'exode par le mouvement inverse. Et donc, il faut aller chercher des étudiants indiens, des étudiants chinois, des étudiants américains, si on veut espérer avoir des programmes performants. Pardon ? La dernière chose, c'est que ces IDEX, cette autonomie permet de mettre en place une infrastructure autour des étudiants. Évidemment, il faut des chercheurs performants, puisque ces étudiants, il faut les former, il faut les faire discuter, il faut leur donner les moyens d'aller présenter leurs travaux. Et c'est ce qui se met en place, en tout cas j'ai eu la chance de participer à ce mouvement, à la fois à Polytechnique, qui a travaillé beaucoup sur son programme doctoral quand j'étais enseignant à Polytechnique, et à Sciences Po, qui a également mis en place en peu d'années un programme doctoral compétitif et qui est capable de jouer dans la cour internationale. Donc voilà, je pense qu'il y a de l'espoir, effectivement. Merci beaucoup, Alfred. Il y a de l'espoir. Agnès Verdier-Molinier, on va voir si avec vous il y a de l'espoir. Votre champ d'action, vous, c'est la compétitivité de la sphère publique. Et vous avez sur le sujet une thèse extrêmement radicale que vous avez rassemblée récemment dans un livre. Vous prétendez qu'il suffirait finalement de s'aligner sur les pays européens normaux pour être capable de faire 60 milliards d'euros d'économies par an. Je ne trahis pas ce que vous dites ? Non, pas du tout. C'est le titre de mon dernier livre. Alors, est-ce qu'on est en voie de le faire ? Je pense qu'on commence à se poser des questions au gouvernement et à Bercy. Donc, ça va plutôt peut-être bouger à un moment ou à un autre. Je ne sais pas exactement quand. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'après des années et des années de déni dans lesquels on a tout entendu à la Fondation IFRAP, on avait vu avec Bernard Zimmern, que vous connaissez tous pour la plupart, puisque c'est un X aussi. Et on est allé voir les parlementaires pendant des années, en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. À chaque fois, on leur disait, mais vous ne pouvez pas continuer à voter un budget sans le remettre en question, sans savoir exactement comment on dépense l'argent public, sans vous poser des questions de base sur l'efficience de la dépense, sur des études d'impact en budget dynamique, sur les mesures fiscales que vous votez, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'emploi, sur l'industrie, sur les start-up, sur les boîtes qu'il faut arriver à créer dans notre pays. On vient d'en avoir l'illustration à l'instant. Si on veut faire grandir nos TPE, nos PME, nos start-up pour qu'elles deviennent un jour des ETI exportatrices, ça demande qu'on leur laisse ne serait-ce que la chance de naître, ne serait-ce que la chance d'embaucher une personne, voire 2, voire 3. Donc il y a toute une question de base à se poser et qui vient totalement de la question de la sphère publique, à notre avis, parce que les deux sont extrêmement liés. Vous ne pouvez pas avoir une sphère privée qui est dynamique et qui est génératrice de richesse, d'emploi, si vous avez une sphère publique qui est incapable de se remettre en question, de s'évaluer, de se réformer. Et donc c'est toute la question de la France aujourd'hui, c'est que finalement nos entreprises ne sont que le reflet de cette dépense publique qui ne réussit pas
à être contraintes, qui finalement enclenchent derrière une fiscalité qui est totalement, pas forcément destructrice en elle seule. C'est-à-dire que c'est un impôt, plus un impôt, plus un impôt, plus un impôt qui finit à la fin par devenir très difficile à supporter pour nos entreprises. On a sorti en octobre 2012 un numéro qui est toujours d'actualité, compétitivité des entreprises, et si on commençait par la fiscalité. Ce numéro nous a permis, on l'a fait en partenariat avec la SMEP ETI, c'est l'association des ETI françaises, et on a comparé 2 entreprises dans la chimie avec leur bilan. On a retraité leur total de prélèvements obligatoires par rapport aux résultats comptables avant impôt. Et là, on se rend compte que pour l'ETI allemande, c'est 40,7% de total de prélèvements obligatoires qui pèsent sur le résultat comptable avant impôt, alors que sur l'ETI française, on est à 106,3%. 106,3. Voilà. Donc il faut vous dire qu'il y a peut-être une raison toute bête pour laquelle nos entreprises ont du mal à continuer à exporter, à vivre, à embaucher, à espérer. On parle beaucoup d'espoir à cette table ronde. Pour espérer, pour avoir confiance, il faut avant tout aussi être dans un écosystème qui est favorable. Et la sensation qu'on a, c'est que cette question de la fiscalité, cette question du lien entre dépenses publiques et fiscalité, il a été pendant des décennies nié, totalement nié. C'est-à-dire qu'on pouvait continuer à augmenter la dépense, à augmenter la fiscalité, sans pour autant du tout avoir d'inquiétude sur finalement ce qu'on a toujours dit à la Fondation IFRAP, c'est qu'on finit par casser le moteur de la machine, de la machine entrepreneuriale et de la machine à créer des emplois. Alors vous savez bien, tous qui connaissaient un peu la Fondation IFRAP, c'est que notre sujet est sur 2 hémisphères, à la fois la question de la dépense publique et la question de la création d'emplois marchands. Et les deux sont totalement liés. Mais si on reprend cet exemple des ETI France-Allemagne, on se rend compte que non seulement il y a la question de l'IS, bien sûr, mais on se rend compte que le problème des taxes sur la production est un problème qui est absolument inconnu. On a 150 et quelques taxes sur la production qui pèsent donc avant résultat sur nos entreprises, tandis que les Allemands en ont une toute petite cinquantaine qui représente un tout petit pourcentage en termes de prélèvements obligatoires qui pèsent sur leurs entreprises. Donc ce que nous proposons à la Fondation IFRAP, c'est 2 choses, et on l'avait bien formulé dans une étude qui s'appelle 100 jours pour réformer la France, qu'on avait publiée au moment de la campagne présidentielle de 2012. Et là non plus, le sujet n'a pas tellement changé. Ce qu'on proposait à la fois, c'était un stimulus package, c'était dans les premiers jours se poser l'objectif de créer 1,7 million d'emplois en 5 ans. Et là, ça passait par la flexibilité du Code du travail, ça passait par flexibiliser aussi le temps de travail, ce qui est une question qui a été abordée par l'ANI, mais qui n'a pas du tout été en réalité résolue. C'était aussi la question d'ouverture le dimanche, d'ouverture sur des plages horaires beaucoup plus larges, notamment des commerces. Vous avez vu tout le débat sur le travail le dimanche qu'on a eu ces derniers temps et qui n'a pas véritablement abouti à une proposition qui soit vraiment très souple et aussi souple que celle que nous on la demande, c'est-à-dire que tous les salariés qui ont accepté de travailler le dimanche et pour lesquels il y a un accord avec l'employeur soient autorisés à le faire. Aujourd'hui, on est encore dans des tergiversations sur l'idée de passer de 5 à 12 dimanches par an, autoriser le bricolage, mais par un décret qui sera finalement pas définitif et qui sera ensuite remis en question, etc., etc. Il y a la question de la baisse des charges sur le travail, qui est une question absolument centrale et qui aujourd'hui encore n'est pas résolue, malgré le CICE. Alors Agnès, on ne peut pas faire la liste complète, mais il y a une question avant de passer la parole à Laurent Daniel que j'aimerais vous poser. C'est le diagnostic est effrayant sur le plan fiscal en France. Bon, finalement, on le sait. Vous le savez mieux que nous, mais on le sait. La question, c'est l'exécution politique. Si on décide de changer, on commence par quoi ? Et est-ce qu'il faut faire des lois ou est-ce qu'en fait on peut faire plein de choses hors de la sphère législative ?
Mais en fait, contrairement à ce qui a été dit il y a quelque temps au gouvernement, c'est pas par la remise à plat de la fiscalité qu'il faut commencer, c'est par la remise à plat de la dépense publique. Vous ne pouvez rien faire sans baisser la dépense. On ne peut rien faire, on ne peut pas redonner du souffle à nos entreprises si on ne baisse pas la dépense. Parce que le problème actuel, c'est qu'on a une équation qui est d'atteindre les 3%. Atteindre les 3%, si on ne baisse pas la dépense, ça veut dire qu'il faut augmenter la fiscalité. Et vous allez voir que l'année prochaine, on ne va pas réussir à atteindre ces 3%. Le gouvernement pense à atteindre 3,6%. C'est totalement impossible. Vous avez vu que cette année, on a peu ou prou 15,8 milliards d'euros qui ne sont pas rentrés dans les caisses de l'État et les caisses sociales en recettes d'IS, de TVA et de cotisations sociales. L'année prochaine, on continue à surévaluer vraisemblablement les recettes d'au moins une vingtaine de milliards. C'est énorme. Ça veut dire que concrètement, le seul levier, c'est baisser la dépense. Mais baisser la dépense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, l'État se pose la question de quelles sont ses missions, et il en abandonne certaines aux collectivités locales. Ça veut dire que l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale se mettent autour d'une table pour se dire voilà comment on répartit les missions, parce qu'aujourd'hui, tous les échelons interviennent dans toutes les politiques publiques. Par exemple, sur la question de l'éducation nationale, on a la commune qui intervient, on a le département qui intervient, on a la région qui intervient, on a les académies qui sont les services, donc le système déconcentré de l'État, et on a l'État qui intervient. Les autres pays ne fonctionnent pas du tout comme ça. Chaque échelon a ses missions très claires et il a un budget pour intervenir dans ses missions. Mais il n'y a pas de financement croisé sur chaque politique publique comme nous l'avons en France. C'est ce que j'explique dans mon livre, c'est-à-dire qu'on a 27,7% de notre dépense publique, de notre PIB, qui est utilisé pour produire nos services publics, alors que dans les autres pays de l'Union européenne, on est à 24,9%. Cet écart, c'est l'écart de surcoût de nos services publics qui pèse en permanence sur les entreprises, sur l'emploi, sur notre compétitivité. Et ce sont les fameux 60 milliards. Ces 60 milliards qui pèsent sur notre avenir collectif, parce que qui veut créer des emplois, qui veut créer des entreprises, qui peut développer une activité dans un pays où finalement la fiscalité est aussi prégnante, aussi forte, où le code du travail est passé de quelques pages. Merci. À plus de 3000 pages. Le message est bien passé. Merci Agnès Verdier-Molinier. Laurent Daniel, on a très envie pour finir cette table ronde. Et avant de laisser la parole à la salle, on a très envie de savoir comment est-ce que vous comptez refaire de la France un pays entreprenant. Bonjour à tous, merci Stéphane. Alors Stéphane fait référence au livre qu'on a écrit avec Franck Lirzin, qui est largement fondé sur les discussions du colloque de l'année dernière, donc qui est en vente juste dehors. Voilà. Et donc, c'était aussi l'objet du colloque de l'année dernière. Donc là, pour répondre un peu à la question que Stéphane avait posée en préparant cette table ronde, c'était dire un message positif. Donc j'ai cherché et c'était pas facile. Donc peut-être mettre l'accent sur les services en France, qui reste quand même un de nos points forts. Alors, donc Stéphane a dit tout à l'heure, je travaille à l'OCDE, mais je m'exprime ici, bien sûr, en mon nom personnel et pas du tout au nom de mon institution. Et l'OCDE a publié il y a une quinzaine de jours un rapport sur la compétitivité française. Et donc là, c'est quelques points clés. Donc si on regarde par exemple sur une dizaine d'années, en France, on a une faible croissance de la productivité. Donc là, je commence par les points faibles pour regarder les points forts après. Le nombre d'heures travaillées par habitant continue de diminuer. On était le plus faible au début de la période et ça continue de diminuer. Au total, ça nous fait une faible croissance du PIB par habitant. Donc comme on a une croissance démographique assez forte, donc si on regarde le PIB par habitant, c'est encore pire depuis 2000, la croissance du PIB par habitant. Et en plus, une augmentation des inégalités. Alors, quels seraient nos points forts ? Nos points forts, donc toujours ce qui est indiqué dans ce rapport sur la compétitivité, c'est que malgré ce déclin de la productivité, on reste quand même un des pays de l'OCDE qui a une productivité assez forte, parmi les meilleurs, donc dans presque le premier quart. On a relativement mieux résisté à la crise en termes de baisse du PIB, et on a un secteur des services assez fort. Alors, donc là-dessus, pour un peu illustrer le rôle des services, il y a une initiative conjointe de l'OCDE et de l'OMC qui s'appelle Trade in Value Added.
Et qu'est-ce que regarde donc cette initiative? On essaye dans les exportations, de ne pas regarder les exportations uniquement, purement en valeur, mais en valeur ajoutée. Donc on va regarder en fait uniquement la quantité de valeur ajoutée qu'on exporte. Et alors c'est assez intéressant pour tout un nombre de raisons que je vais vous détailler là dans les 3 slides qui suivent. Et quel est le message clé de ça? C'est que le protectionnisme est contre-productif parce qu'une grande partie de ce qu'on exporte en fait incorpore des éléments importés. Donc c'est des inputs importés. Donc là sur ce slide, vous avez par industrie tout ce qu'on a donc importé dans nos exportations, et donc sans importation, on ne pourrait pas exporter en fait. Donc ça, c'est un premier message. Deuxième élément intéressant de cette initiative, c'est on parle toujours de l'Allemagne comme partenaire clé un des principaux partenaires de la France, et même le premier partenaire pour le commerce extérieur. Alors si on regarde en valeur ajoutée, les États-Unis font jeu égal avec l'Allemagne. Donc ça change un petit peu aussi la perspective. Et pour tout un tas d'autres pays, c'est aussi intéressant. Par exemple, le Japon, en exportation, en valeur, c'est la Chine, la première destination de leurs exports. Mais en valeur ajoutée, c'est aussi les États-Unis. Donc ça donne aussi une nouvelle perspective, un peu dans notre politique commerciale, quelle peut-être destination valoriser. Et c'est peut-être là, ça donne une perspective un petit peu différente. Et alors, les services. Donc vous savez qu'en général, on dit que dans les exportations françaises, l'essentiel, la totalité de nos exportations en valeur, c'est des produits manufacturés. Alors si on regarde en valeur ajoutée, là on a un contenu en service qui est beaucoup plus important. On est presque à 50%. Et donc c'est aussi intéressant de voir que si on regarde donc la valeur ajoutée, c'est-à-dire que ce qu'on exporte, si on regarde la création de valeur en France, il y a énormément de valeur de services qui est incorporée. Donc il ne faut pas non plus ne penser qu'industrie, mais penser comme un tout. Et aussi la compétitivité des services en France est clé pour aussi nos exportations. Donc ça, c'est très important. Et aussi, on a critiqué un petit peu le CICE parce que c'était pas que les entreprises purement exportatrices en direct qui bénéficiaient du CICE, mais avoir des services compétitifs, c'est aussi, d'après ces indicateurs, très important. Alors en termes de propositions, donc là je reviens au rapport qui a été fait sur la compétitivité. Donc là il y a des éléments, 3 éléments clés. Donc réformer le système éducatif, renforcer le système éducatif français. On a eu la semaine dernière les résultats de PISA qui étaient assez mauvais. On a 150 000 étudiants qui sortent du système scolaire sans diplôme. Donc ça c'est un élément clé à améliorer. Aussi, la formation professionnelle, une des propositions clés du rapport, c'est renforcer la qualification des adultes. Et avec seulement 12% de la formation professionnelle qui touche directement les demandeurs d'emploi en France, donc c'est beaucoup trop faible. Et renforcer la concurrence dans les industries de réseau, le commerce de détail, les seuils sociaux aussi. Voilà. Donc ça, c'est un peu un listing des propositions faites dans ce rapport. Voilà. Merci beaucoup Laurent. Et d'ailleurs, le rapport PISA insistait aussi énormément, outre la mauvaise qualité absolue de l'enseignement français, c'était sur la croissance des inégalités, comme vous l'aviez dit au début de vos slides. On a quelques minutes, brèves évidemment, pour poser des questions. Alors, allez-y. Monsieur. Jean-Claude Vanier. Je voudrais revenir sur les doctorants. Donc, j'ai bien compris que c'était un élément clé dans le classement des universités et des écoles. Est-ce que véritablement c'est un facteur clé de rebond des industries françaises, des grandes entreprises par rapport à leur capacité d'innovation, et puis surtout de la capacité des Français à innover, mais surtout à développer ensuite une PME, une start-up? Alfred Galichon. Je le pense profondément, oui, parce que le système qu'on a est un système qui sélectionne un type de profil, qui sont des ingénieurs, des polytechniciens en particulier, mais pas que. Et donc l'élite, on n'a qu'une seule forme d'élite en France, ce qui est très bien, mais c'est une élite qu'on sélectionne sur une épreuve très particulière. On sélectionne une élite sur le 100 mètres, si vous voulez.
Par opposition, avoir une deuxième élite parallèle, qui peut très bien coexister avec celle qui est en place, une élite qui est... Marathonien. Oui, ce serait des marathoniens, exactement. Je pense que ça permettrait finalement de renforcer très significativement les liens entre l'université et le monde de l'entreprise, parce que si vous regardez aux États-Unis, la plupart des innovateurs, c'est des gens qui soit ont commencé un programme de PhD, alors parfois ils ont arrêté, parfois ils ont arrêté parce qu'ils se sont dit qu'ils avaient mieux à faire que de terminer leur thèse, mais ils ont quand même eu un lien avec la recherche au plus haut niveau. Et voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas en France. En France, on forme des gens jusqu'à bac plus 4 ou bac plus 5, et puis ça s'arrête là. Et donc je pense qu'il y a ce contact avec la recherche de pointe qui est important et qui permettrait de renforcer l'innovation. Merci Alfred. Il reste du temps pour une seule question malheureusement, donc elle vaut cher. Qui est candidat? Monsieur. Stéphane Pichon, je voulais faire une observation au-delà de la question. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus pratiques à mettre en place que les réformes, etc. Très bien pratique, la réforme. Prendre comme exemple les pépinières. Les pépinières pour start-up. Tout simplement, on met à disposition des start-up des locaux cadrés sur lesquels ils peuvent échanger, visiter, éventuellement être en contact avec des start-up. Ça démarre depuis quelques années. Je pense que c'est que le début en France. Alors, aux États-Unis, ça fait des décennies. Et à mon avis, on va ressentir un impact dans les années. Il y a des boîtes qui vont se faire et qui vont peut-être pouvoir permettre d'obtenir ces gens cachés dont on parlait. Donc en fait, le centre de mon observation, c'est pourquoi ne pas faire des choses très pratiques qui permettent d'avoir un impact immédiat. Et essayons de trouver d'autres idées, type pépinière ou autre. Agnès? Oui, je me sens un peu concernée par les grandes réformes, en fait, c'est pour ça. Mais évidemment, c'est très difficile de réformer un pays, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a des choses à faire. Monter des pépinières, c'est tout à fait ce qu'il faut faire, d'autant plus qu'on sait très bien que les emplois de demain, ils se créent dans les nouvelles boîtes, ils se créent dans les boîtes qui vont être créées aujourd'hui, demain et après-demain. C'est ça qui est important de comprendre, c'est aussi que la France, tous les ans, elle ne crée qu'entre 30 et 40 000 entreprises vraiment employeuses, alors que les Allemands ou les Britanniques sont plutôt au double ou au triple. C'est-à-dire que dès la première année, vous avez des cohortes de boîtes qui sont tout de suite avec 1, 2, 3 emplois, alors que nous, on peine beaucoup plus, on crée des entreprises unipersonnelles qui ne sont pas des sociétés de croissance. Et je crois qu'il faut donner sa chance à tous ceux qui ont envie de créer, de monter leur propre boîte, mais aussi de créer les emplois des autres. Et ce que nous proposons aussi à la Fondation IFRAP, c'est des mesures très simples, comme des déductions d'IR pour investir dans les entreprises. Aujourd'hui, c'est complètement plafonné par le plafond global à 10 000 €. Quel est l'intérêt de garder le Malraux qui permet de rénover les bâtiments et les monuments historiques en dehors du plafond global des niches, alors que la niche la plus importante, qui est celle qui incite chacun d'entre nous à mettre son impôt sur le revenu dans le capital de start-up, de nouvelles boîtes, eh bien celle-là, elle est plafonnée avec les emplois à domicile. Ça n'a pas de sens. Notre fiscalité doit être aussi, puisqu'elle est une fiscalité à taux de prélèvement obligatoire très élevé, elle doit être aussi une fiscalité qui incite le plus possible à ce que l'on dépense en dépenses fiscales aille vers la création d'emplois. Et ça fait des années qu'on travaille là-dessus. On est à l'origine de la mesure ISF-PME, qui a été louée à droite comme à gauche comme étant une bonne mesure qui favorise l'entrepreneuriat, qui favorise l'emploi marchand. Maintenant, toute notre fiscalité doit être repensée à l'aune, non pas remise à plat, non pas totalement changée, etc., mais repensée pour qu'il y ait qu'on intervienne là où on peut avoir des leviers positifs pour l'emploi, pour les entreprises, pour celles qui seront les ETI de demain, mais qu'il faut bien créer aujourd'hui, parce qu'une PME qui n'a jamais exporté et qui n'est pas devenue une ETI, vous ne la ferez pas forcément, même en la shootant à tout ce que vous voulez, devenir une formidable entreprise exportatrice. Merci. Il faut aussi que ce soit des boîtes de croissance dès le départ. Merci Agnès, merci à tous.